Le juge, un homme âgé nommé Arthur Klein, siégeait depuis plus de 30 ans. Les rides de son visage semblaient porter le poids de toutes les affaires qu'il avait jugées, chaque ride étant une histoire de justice gagnée ou perdue. Son regard las se posa alors sur la femme latino debout dans le box des accusés, l'air calme et pourtant résolu. Elle était restée assise en silence pendant près de 2 heures, écoutant attentivement le procès se dérouler. Son regard absorbait chaque détail, chaque mot, chaque changement d'atmosphère dans la salle d'audience. 2 policiers ou les soi-disant héros du jour venaient de témoigner, la dépeignant comme une criminelle. Leurs paroles résonnaient lourdement. « Mademoiselle Ramirez », dit le juge Klein d'une voix ferme mais teintée d'épuisement, le tribunal a entendu les témoignages des agents Gallo et Nova. Ils vous ont inculpé de possession d'une substance réglementée de l'annexe 2 et de résistance à l'arrestation. L'accusation a terminé sa plaidoirie. Avant que le tribunal ne rende sa décision, souhaitez-vous faire une déclaration finale? La femme que les juges appelaient Elena Ramirez releva la tête. Toute la matinée, son visage avait arboré un masque d'anxiété et de confusion, mais à cet instant, il disparut. Pour la première fois, son expression révélait quelque chose de différent, le feu indéniable d'un esprit brillant et d'une âme brûlant d'une détermination sereine. Ses yeux, désormais dégagés de toute hésitation, brillaient de clarté et d'intelligence féroce. Elle tourna son regard directement vers les 2 officiers. L'agent Marc Gallo, plus âgé et plus arrogant, la regarda avec un sourire narquois. Une expression dédaigneuse et moqueuse se dessina au coin de ses lèvres. L'agent Chris Nova, plus jeune et beaucoup moins sûr de lui, évita complètement son regard. Il lança plutôt un regard nerveux vers le juge. Puis il s'avança. « Votre honneur, je le ferai », a-t-il dit, clairement et sans hésitation. Sa voix ne tremblait plus. Chacun de ces mots résonnait désormais dans la salle d'audience avec une précision surprenante, étouffant le moindre mouvement. Il ne parlait plus comme un accusé. D'un geste lent et délibéré, il fouilla dans la poche de sa chemise. La tension monta brusquement dans la pièce. Les yeux suivaient sa main, incertains de ce qui allait suivre. Il ne sortit ni mot ni mouchoir. Ce qui en est ressorti était un portefeuille en cuir noir, simple et sans intérêt à première vue. Mais lorsqu'il l'ouvrit, les pâles lumières fluorescentes au-dessus captèrent l'éclat de quelque chose enfoui à l'intérieur. Un badge doré brillant. Il brillait sous les lumières, reflétant non seulement la luminosité, mais aussi l'autorité indubitable, incontestable. « Je suis l'inspectrice Carmen Vega », a-t-elle déclaré clairement, de la division des droits civiques du ministère de la Justice des États-Unis. Si une bombe avait explosé dans cette salle d'audience, cela n'aurait pas pu créer un choc plus grand. Tous les sons ont disparu. Les chuchotements des avocats, le froissement des papiers, la toux d'un homme au dernier rang, tout s'est tu instantanément. La salle d'audience s'est figée. Gallo et Nova se tournèrent l'un vers l'autre. Leurs visages devinrent blancs comme du papier. Le sourire narquois de Gallo s'évanouit, ses lèvres se crispèrent comme s'il avait avalé quelque chose d'anormal. Nova resta bouche bée, les yeux écarquillés par une peur crue. Le juge se pencha en avant, plissant les yeux, remontant ses lunettes sur son nez. Il regarda à nouveau, comme pour vérifier la réalité de ce qu'il voyait. La jeune procureure, celle-là même qui venait de défendre avec passion que personne n'était au-dessus des lois, semblait sur le point de s'évanouir. Comment un enquêteur fédéral a-t-il pu se retrouver accusé dans un tribunal d'une petite ville comme celui-ci? Était-ce une erreur monumentale? Ou s'agissait-il d'une partie de quelque chose de bien plus calculé ou une stratégie si intelligente et délibérée que personne dans la salle ne l'avait vu venir? Que se passe-t-il lorsque celle qu'il pensait être une proie, la femme latine silencieuse et apparemment impuissante, enlève soudainement son déguisement et se révèle être la chasseuse? Pour vraiment comprendre ce moment époustouflant, il faut remonter 6 semaines plus tôt au jour où Carmen Vega a posé le pied pour la première fois à San Miguel. San Miguel, un coin oublié de l'Amérique. Un endroit dont le reste du pays semblait avoir quitté le passé. Les aciéries, autrefois fierté et puissance de la ville, n'étaient plus que des squelettes rouillés étendus le long des rives d'une rivière polluée. Le taux de chômage était bloqué à 2 chiffres. Les petites maisons en bois qui abritaient autrefois des familles fières et travailleuses étaient désormais abîmées par les intempéries et en ruine, leurs peintures s'écaillaient, leurs jardins envahis par les mauvaises herbes et la décomposition. Un profond sentiment de désespoir s'infiltrait dans chaque trottoir fissuré, chaque fenêtre brisée, chaque magasin fermé. Dans des endroits comme celui-ci, la corruption ne se produit pas spontanément, elle prospère. Le département de police de San Miguel, connu sous le nom de DPSM, en est un parfait exemple. Pendant des années,
le ministère de la Justice a reçu un flot constant de plaintes provenant de cette ville dévastée. Et chacun d'eux racontait la même histoire sombre, des arrestations illégales, des preuves fabriquées, des abus de force et un modèle de harcèlement obsédant et constant visant les pauvres et les marginalisés, en particulier les minorités. Mais malgré ces plaintes, rien n'a jamais changé. Le DPSM opérait comme une forteresse, protégée par un mur de silence et de loyauté mutuelle. Les agents se protégeaient mutuellement, pas la loi. Des preuves disparaissaient mystérieusement. Des témoins étaient menacés. Des plaintes disparaissaient dans le néant. Washington savait qu'il était impossible de briser ce mur par la force. Aucun marteau ne le briserait. Ils avaient besoin du nombre, de quelqu'un qui pourrait passer entre les mailles du filet. Alors ils ont envoyé Carmen. L'inspectrice Carmen Vega est l'une des meilleures agents d'infiltration de la division des droits civiques. Sa spécialité, les missions longues et complexes exigeant un déguisement impeccable, une patience à toute épreuve et une intelligence affûtée. Elle n'est entrée à San Miguel ni avec un badge, ni avec un titre, ni en grande pompe. Elle est entrée discrètement, sous un autre nom. Hélène Ramirez. Une écrivaine indépendante, travaillant soi-disant sur un roman d'amour historique, affirmait avoir choisi San Miguel pour ses loyers abordables et son atmosphère paisible, un cadre idéal pour trouver l'inspiration. La couverture était brillante. Personne ne l'interrogeait. Une latina solitaire, amicale mais réservée, un visage parmi d'autres dans une ville fatiguée. Elle louait un modeste 2 pièces dans un immeuble en briques délabré. Les couloirs empestaient le chou bouilli et le tabac froid. Elle avait payé comptant en $4 502 une Toyota Camry d'occasion de 2012, dont la peinture était défraîchie et les portières rayées. Juste assez usée pour s'y intégrer parfaitement. Elle s'habillait simplement, un jean, un t-shirt et un sweatshirt usé. Elle faisait ses courses dans les épiceries du coin. Elle buvait son café au même restaurant chaque matin. Elle saluait ses voisins avec un sourire. Elle était invisible. Inoffensive. Ordinaire. Mais derrière cette façade se trouvait un guerrier au calculateur, alerte et d'une patience inébranlable. Ce travail exigeait des sacrifices. C'était solitaire. C'était dangereux. Chaque conversation pouvait tourner au piège. Chaque sourire devait être mesuré. Elle ne pouvait pas appeler sa famille. Ni voir ses amis. Elena Ramirez n'avait ni famille, ni amis. Pas ici. Mais Carmen Vega avait une mission et elle brûlait au plus profond de son âme. Il y a 15 ans, alors qu'elle débutait sa carrière d'avocate, son cousin Miguel, un jeune homme aimable et prometteur, avait été arrêté à tort par 2 policiers corrompus d'El Paso lors d'un contrôle routier de routine. Ils avaient dissimulé de la drogue. Il fut condamné et passa 2 longues et cruelles années en prison avant qu'un journaliste local et une opération d'infiltration du FBI ne révèlent la vérité. À sa libération, la vie de Miguel était bouleversée. Il n'était plus jamais le même. Carmen avait juré ce jour-là, elle consacrerait sa vie à la justice, pour qu'aucune autre famille n'ait à endurer ce que la sienne avait subi. San Miguel était son dernier combat. Et cette fois, elle n'échouerait pas. Pendant que Carmen construisait tranquillement son réseau en écoutant dans les bars, en discutant dans les laveries automatiques, en gagnant la confiance dans les sous-sols des églises, Marc Galou et Chris Nova poursuivaient leur routine. Galou, le visage rougeau et trapu, était un manipulateur aguerri du système. 15 années au sein de la police lui avaient appris toutes les failles, toutes les règles qu'il pouvait contourner sans enfreindre. Et il n'a jamais vu le fantôme en pleine vue. Celui qui est venu pour faire tomber toute la forteresse. Et comment les manipuler à ses propres fins. Il méprisait ceux-là même qu'il avait juré de protéger, en particulier les pauvres et les minorités. Pour lui, ce n'étaient pas des citoyens dotés de droits. Ce n'étaient que des numéros. Des quotas à respecter. Des outils pour augmenter les arrestations et gagner plus d'argent. Nova, son plus jeune partenaire, n'avait que 27 ans. Lorsqu'il s'est engagé dans la police, il portait en lui de vagues idéaux d'entraide. Mais il avait aussi soif d'appartenance. D'être accepté. De faire ses preuves. Galou fut prompt à ressentir cet empressement, et encore plus prompt à briser les illusions du garçon. « Écoute, mon garçon », lui avait dit Galou lors de leur premier jour de patrouille. « On n'est plus à l'académie. On est dans la jungle. Il faut être fort. Il faut être malin. Il faut connaître les règles. C'est comme ça que le système fonctionne. Tu veux survivre? Tu veux gagner un peu d'argent pour ta famille. » Nova avait des prêts étudiants.
Il avait un jeune fils à la maison. Il écoutait. Et il a appris. Au début, son silence le rendait complice. Mais avec le temps, cette complicité s'est muée en participation. Leur système était simple et terriblement efficace. Leur terrain de chasse préféré était l'angle de la 4e rue et de Pine Street, un quartier défavorisé et en difficulté. Là, un vieux panneau stop était partiellement dissimulé par les branches d'un grand chêne, des branches qu'aucun employé municipal n'avait pris la peine de tailler. Ils se garaient dans une ruelle voisine, à l'affût. Lorsqu'un conducteur ne s'arrêtait pas pendant 3 secondes, littéralement 3 secondes après l'arrêt complet des roues, ils allumaient le feu rouge. La course-poursuite commençait. Mais les cibles n'étaient jamais aléatoires. Galu évitait les véhicules de luxe. Il ignorait les conducteurs blancs qui semblaient assez riches pour appeler un avocat sans sourciller. Il se concentrait plutôt sur les personnes à l'air fatiguées, surmenées, vulnérables, en particulier les latinos et les afro-américains. Il les appelait des « clients faciles ». Pour lui, ces gens ne connaissaient pas leurs droits. Ils n'avaient pas les moyens de se payer un avocat. Il n'osait pas affronter 2 policiers armés. Une fois le véhicule arrêté, le drame a commencé. Galu trouvait toujours une raison pour fouiller la voiture. Parfois, il prétendait sentir une odeur de marijuana, un mensonge impossible à réfuter. D'autres fois, il adoptait un comportement hostile pour susciter la peur, puis accusait le conducteur de résistance. Cela lui donnait un motif légal pour fouiller. S'il ne trouvait rien, il inventait parfois quelque chose lui-même. Galu avait un accord commercial avec une entreprise de remorquage appelée Towing San Miguel et un agent de cautionnement nommé Sal. Chaque arrestation, qu'elle aboutisse ou non à une condamnation, alimentait leur réseau. Frais de remorquage. Frais de garde. Frais de caution. C'était une petite machine à sous, mais implacable, alimentée par la peur et l'injustice. Et tout cela était protégé par le chef adjoint Frank Donovan. Donovan, 55 ans, était un homme vif et calculateur. Il avait gravi les échelons en tissant un réseau de loyauté fondé sur le silence et la corruption. Il protégeait les agents, productifs, comme Galu des plaintes. En retour, Galu veillait à ce que le nombre d'arrestations soit bon et à ce qu'un filet de profit discret s'écoule vers le haut. Après 6 semaines d'observation, d'écoute et de collecte de preuves préliminaires, Carmen a décidé qu'il était temps d'agir. Elle avait rassemblé suffisamment de preuves circonstancielles. Maintenant, elle avait besoin de quelque chose d'indéniable. Elle avait besoin de devenir la proie. Un mardi après-midi, elle conduisit sa Toyota Camry jusqu'à l'angle de la 4e rue et de Pine Street. Elle savait que Galu et Nova seraient là. Elle avait suivi leur routine et écouté leur conversation grâce à un micro-casque. Elle alluma un stylo enregistreur et le glissa dans la poche de sa chemise. Sa voiture, équipée 2 nuits plus tôt dans un local secret du DOJ, était équipée de 4 caméras haute définition dissimulées et de microphones omnidirectionnels. L'une était placée dans le pare-choc avant, l'autre à l'arrière et le 3e dans le rétroviseur. La 4e, une caméra grand angle, était dissimulée dans une grille d'aération du tableau de bord, capturant tout ce qui se passait à l'intérieur. Tout était prêt. En approchant du stop, elle a respecté la loi à la lettre. Elle s'est immobilisée complètement. Les roues ont cessé de tourner. Elle compta en silence, 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi. Puis elle s'avança. Les gyrophares rouges et bleus de la voiture de patrouille s'allumèrent aussitôt. Une sirène stridente retentit comme un coup de semonce. Le cœur de Carmen battait fort, non pas à cause de la peur, mais à cause de l'adrénaline. Le spectacle avait commencé. Galu s'approcha de sa fenêtre, le visage déjà déformé par ce sourire méprisant familier. Il frappa violemment à la vitre. Carmen baissa la vitre. « Sais-tu pourquoi je t'ai arrêté ?» demanda Galu d'une voix décontractée, mais teintée de menace. « Pas exactement », répondit poliment Carmen, sa voix douce avec juste une pointe d'incertitude. « Tu ne t'es pas arrêté complètement au panneau, dit-il, mentant sans ciller. Permis de conduire et carte grise. » Elle lui tendit les documents. Tandis qu'il retournait à la voiture de patrouille pour vérifier son nom, elle se prépara. L'acte suivant était sur le point de commencer. Galu revint, le visage plus sombre, la voix plus aiguë. « Écoutez, mademoiselle Ramirez. Votre casier judiciaire est vierge, mais je n'aime pas votre attitude. Je vous laisse le choix. Je peux vous dresser une simple contravention, ou on peut empirer les choses. » « Je ne comprends pas, » dit Carmen, jouant parfaitement le rôle de la femme confuse.
Je croyais m'être arrêté. Sa protestation polie était tout ce dont il avait besoin. Oh! Tu me traites de menteur, aboya Galu d'une voix tonitruante. Tu résistes à un policier. Sors de la voiture. Sors de la voiture. Carmen est sortie. Nova s'est rapidement déplacée pour la distraire et lui bloquer la vue. Madame, s'il vous plaît, restez ici, dit-il calmement. À cet instant, la caméra grand angle du rétroviseur capta l'image cruciale. Galu, pensant que personne ne le regardait, se pencha brusquement. Sa main glissa à l'intérieur de la voiture. En moins de 2 secondes, il glissa un petit sac Ziploc contenant de la poudre blanche sous le siège conducteur. Un geste précis et maîtrisé. Je sens quelque chose, annonça soudain Galu en se levant avec un air théâtral. Je sens de la marijuana. J'ai de bonnes raisons de croire qu'il y a de la drogue dans votre véhicule. Je vais le fouiller. Il fouilla un instant, puis souleva le sac planté avec un éclat triomphant. Oui, oui. Qu'est-ce qu'on a là, mademoiselle Ramirez? On dirait de la cocaïne. Il le brandit comme un trophée. Vous avez de gros ennuis, madame. Les menottes se refermèrent autour des poignets de Carmen. Elle sentit une colère froide monter en elle, mais elle la réprima. Pour l'instant, elle était toujours Elena Ramirez, une écrivaine effrayée et désemparée. Elle a commencé à pleurer. Ils l'ont emmenée au commissariat de San Miguel, un bâtiment crasseux et délabré qui empestait la sueur et l'eau de javel. Elle est restée silencieuse tout au long de l'intervention. Ses empreintes digitales ont été prises, ses photos prises. Elle a refusé un avocat, prétextant qu'elle n'en avait pas les moyens. Elle regardait. Elle observa les rires des policiers et leurs félicitations. Elle vit le répartiteur lui remettre la carte de visite d'un agent de cautionnement, sale. Elle les entendit dire que sa voiture avait été remorquée. Encore San Miguel. L'ensemble du système, chaque pièce, s'assemble avec une précision chirurgicale. Et puis vint le point culminant. Le chef adjoint Frank Donovan passa devant la salle d'interrogatoire sans jeter un regard à Carmen. Au lieu de cela, il sourit à Galu. Un autre poisson, Marc. Oui, monsieur, répondit fièrement Galu. Difficile à arrêter. Possession de cocaïne. Donovan tapota l'épaule de Galu. Un geste à la fois amical et profondément révélateur. Bravo, Marc. Continue à les traquer, ce sont des vaches faciles à traire. Maintiens un bon taux d'arrestation. Carmen, assise silencieusement sur le banc, entendait chaque mot. Tout comme le magnétophone caché dans la poche de sa chemise. Elle avait ce qu'il lui fallait. Il ne lui restait plus qu'à laisser le système corrompu imploser, sous le regard aveuglant de la vérité et des lumières d'un tribunal. Et c'est là que nous revenons à la salle d'audience, où la détenue s'apprêtait à se débarrasser de sa peau de mouton et à montrer ses crocs. Lorsque Carmen Vega révéla sa véritable identité et exhiba son badge rutilant du ministère de la Justice, la salle d'audience entière resta bouche bée. Le temps sembla s'arrêter. Le juge Klein, stupéfait l'espace d'un instant, reprit rapidement ses esprits. Fort de 30 ans d'expérience, il comprit que ce n'était pas une affaire ordinaire. Il regarda le badge, puis les yeux calmes et inébranlables de Carmen. Inspecteur Vega, dit-il lentement, sa voix désormais teintée de formalité, c'est un fait très inhabituel. Le tribunal, bien sûr, exige une explication. Bien sûr, votre honneur, répondit Carmen en remettant son badge dans son manteau. Elena Ramirez, l'accusée effrayée et silencieuse, avait disparu. À sa place se tenait une enquêtrice fédérale chevronnée, vive, directe et inflexible. Je ne suis pas la seule accusée ici aujourd'hui, commença-t-elle, sa voix résonnant dans la salle d'audience stupéfaite. Les véritables accusés sont l'agent Mark Gallo, l'agent Chris Nova et tout le système corrompu qu'il représente. Un système qui empoisonne cette ville depuis des années. Gallo bondit de sa chaise, la rage au visage. Objection, votre honneur. Ce ne sont que des mensonges. Elle essaie de se dérober aux accusations et elle invente tout. Asseyez-vous, agent Gallo, tonna le juge Klein. Sa voix claqua comme un éclair dans la salle. Vous êtes hors sujet. Parlez encore sans permission et vous serez déclaré coupable d'outrage à magistrat. Carmen fit un signe de tête respectueux au juge et continua. Depuis 6 semaines, le ministère de la Justice des États-Unis mène une enquête secrète sur les activités de la police de San Miguel. Nommée « Opération Effondrement »,
mon arrestation n'était pas une coïncidence. C'était une manœuvre calculée, qui faisait partie de la première phase de l'opération. Ses paroles étaient calmes, méthodiques, chacune étant un clou dans le cercueil. La Toyota Camry 2012 que je conduisais, remorquée par San Miguel Towing pour un prix exorbitant, était équipée de 4 caméras cachées haute résolution et d'un matériel d'enregistrement audio fourni par le FBI. Nous disposons d'images multi-angles, d'une netteté exceptionnelle, de l'agent Gallo en train de placer un sac de poudre blanche ou de la farine, comme l'a confirmé notre laboratoire dans ma voiture, tandis que l'agent Nova me détournait intentionnellement. Cette vidéo, a-t-elle ajouté, a déjà été soumise au procureur de l'État. Le visage de Gallo devint blême. Il se prit la gorge comme s'il luttait pour respirer. Nova resta figé, pâle et muet. Mais Carmen n'avait pas fini. Au cours des 3 semaines précédant mon arrestation, sous le pseudonyme d'Elena Ramirez, une journaliste indépendante enquêtant sur la pauvreté et le harcèlement policier, j'ai enregistré plus de 20 entretiens avec des victimes de Gallo, Nova et leur réseau. Des personnes interpellées sans motif, menacées, puis extorquées aux contraintes de payer des frais de remorquage et de caution exorbitants, toujours auprès de la même entreprise et du même garant. Nous avons découvert un schéma récurrent. Un schéma d'abus. Un schéma d'extorsion. Elle marqua une pause. La salle d'audience se tut. Même l'air semblait attendre. Puis elle tourna son regard directement vers la première rangée, croisant le regard du chef adjoint Frank Donovan. Plus important encore, votre honneur, dit-elle d'une voix glaciale, le stylo que j'ai utilisé pour signer le rapport au commissariat de San Miguel n'était pas un stylo ordinaire. C'était un appareil d'enregistrement high-tech de la NSA, capable de capter un son cristallin dans un rayon de 6 mètres, même dans un environnement chaotique. Il a capturé chaque mot de la conversation du chef adjoint Donovan, où il a non seulement félicité l'agent Gallo pour mon arrestation, mais a dit quelque chose qui, une fois prononcé à haute voix, résonnera dans cette ville pendant des années. Elle regarda Donovan directement et cita, mot pour mot. Continuez à les encourager. Ce sont des vaches faciles. Maintenez nos chiffres à un bon niveau. Un halètement collectif a déferlé sur la salle d'audience comme un raz-de-marée. Les lèvres de Donovan remuèrent, formant des protestations désespérées et haletantes, mais ses genoux cédèrent. Il s'affala sur son siège, vaincu. À ce moment précis, un coup sec retentit aux portes arrière de la salle d'audience. Elles s'ouvrirent. 6 hommes et femmes en costume sombre entrèrent avec une efficacité silencieuse. Des agents du FBI. À leur tête se trouvait une grande femme blonde, Amanda Hiss, procureure générale des États-Unis. Elle se dirigea directement vers le banc du juge. « Bonjour, juge Klenn, dit-elle sèchement. Veuillez m'excuser pour l'interruption, mais nous avons des affaires qui ne peuvent pas attendre. » Elle a remis au juge un épais dossier. Il s'agit de mandats d'arrêt fédéraux signés sur la base des preuves présentées par l'inspectrice du ministère de la Justice Carmen Vega. Nous arrêtons les agents Mark Gallo et Chris Nova pour falsification de preuves, parjure, extorsion et complot en vue de violer les droits civiques. 2 agents se dirigèrent rapidement vers la table des procureurs. « Levez-vous » a ordonné un agent. Gallo et Nova, le visage blême, furent menottés en silence, là, devant le juge qu'ils avaient trompé. L'humiliation fut rapide et définitive. Mais Amanda Hiss n'avait pas fini. Elle tourna son regard glacial vers le premier rang, vers Donovan. « Vous êtes également en état d'arrestation » a-t-elle déclaré. Pour participation à une organisation criminelle, corruption publique au sens de la loi RICO et obstruction à la justice. 2 agents se sont avancés et ont enchaîné le chef adjoint. « Tu ne peux pas faire ça » marmonna-t-il. « Je suis le chef adjoint. » « Vous étiez le chef adjoint » répondit froidement Hiss. Carmen observait la scène, sans triompher, juste avec assurance. Déterminée. Sa tâche était accomplie. Elle avait soulevé le rocher et montré au monde la pourriture qui se cachait en dessous. « Ce n'est pas la fin » dit-elle d'une voix basse et claire. « Ce n'est que le début. » Le ministère de la Justice, sous la direction du procureur général, mènera une enquête complète et approfondie sur les pratiques internes, la structure de direction et les affiliations politiques du département de police de San Miguel. Le procès d'Elena Ramirez était terminé. Mais le procès de la police de San Miguel venait juste de commencer. L'enquête du DEOG a dévasté la police de San Miguel comme un ouragan de catégorie 5. Opération Effondrement est devenue l'une des plus grandes enquêtes policières sur la corruption de l'histoire récente, suivie de près par les médias nationaux.
Un étage entier de l'hôtel de ville a été transformé en centre de commandement du ministère de la Justice. Les agents ont interrogé des centaines d'officiers et d'employés. Ils ont examiné des milliers d'heures d'images de caméras corporelles, de caméras embarquées et des téraoctets de preuves numériques. Les retombées ont été massives. Plus de 30 agents ont été suspendus ou mis à la retraite anticipée. 17 personnes, dont Gallo, Nova, Donovan, le propriétaire de l'entreprise de remorquage et le garant, ont été inculpés d'infractions fédérales. Le chef de la police, bien que n'étant pas personnellement impliqué, a été contraint de démissionner dans la honte, son inaction et son ignorance volontaire ont été jugés impardonnables. Plus important encore, le bureau du procureur a créé un groupe de travail chargé de réexaminer des milliers d'affaires traitées par des agents corrompus. Plus de 50 personnes, la plupart condamnées pour des délits mineurs liés aux stupéfiants, ont ainsi été innocentées et libérées. Leur vie, autrefois détruite par l'injustice systémique, était désormais restaurée grâce à une compensation financière payée par la ville. Devant le tribunal fédéral, les preuves contre Gallo et Donovan étaient accablantes. Ils ont été reconnus coupables de tous les chefs d'accusation. Le juge chargé de la condamnation a qualifié leur conduite de « trahison flagrante de la confiance du public ». Donovan fut condamné à 15 ans de prison fédérale. Gallo en écopa de 12. Chris Nova, qui avait pleinement coopéré avec les enquêteurs et témoigné contre ses partenaires, fut condamné à 3 ans. Quelques mois plus tard, Carmen Vega se tenait silencieusement dans son bureau du bâtiment Robert F. Kennedy du ministère de la Justice à Washington, D.C. Devant sa fenêtre, le Lincoln Memorial se dressait fièrement dans la pâle lumière matinale, ses murs de pierre gravaient des mots « Égalité et justice ». San Miguel était maintenant derrière elle. La ville avait été placée sous surveillance fédérale et se reconstruisait lentement non seulement ses infrastructures, mais aussi son esprit. Carmen, toujours calme et concentrée, se préparait déjà pour sa prochaine mission d'infiltration, cette fois dans une autre ville troublée où le silence étouffait encore la vérité. Une énorme pile de dossiers était posée sur son bureau. Mais, soigneusement posée dessus à l'écart de tous les papiers officiels froids où se trouvait une lettre manuscrite. Elle était rédigée à l'encre bleue sur un papier ligné et usé par le temps. La lettre provenait de Madame Jiménez, une mère de famille de San Miguel. Son fils de 19 ans, Marco, avait passé 8 longs mois injustes derrière les barreaux victime d'une machination orchestrée par l'agent Gallo avant que l'enquête de Carmen ne révèle enfin la vérité et ne le blanchisse. La lettre disait : « Cher inspecteur Vega, je ne sais comment vous remercier. Vous m'avez rendu mon fils. Vous lui avez rendu la vie. Vous m'avez redonné foi en la justice une fois que je croyais morte depuis longtemps. Que Dieu vous bénisse, vous et votre travail. » Carmen lut la lettre lentement, les doigts posés délicatement sur la page. Et pour la première fois depuis très longtemps, elle sourit. Pas un large sourire. Pas un sourire triomphant. Mais un sourire discret et entendu, celui qui apporte soulagement, paix et quelque chose de plus profond, un souffle d'espoir. Son travail était brutal. Il l'isolait. Il lui avait coûté la chance de mener une vie normale. Mais des moments comme celui-ci ou de petits témoignages de vérité, de guérison et de justice valaient la peine de sacrifier. Le combat était loin d'être terminé. Il y aurait toujours un autre San Miguel. Un autre Gallo. Un autre Donovan caché derrière un badge et un mensonge. Mais pour aujourd'hui, ils avaient gagné. Et Carmen Vega était prête pour la prochaine bataille. Car la corruption, tel un cancer, prospère dans l'obscurité. Elle se nourrit du silence, du secret et de la peur. Mais lorsque la vérité éclate, lorsque la lumière se répand dans l'ombre, même le mensonge le plus puissant s'effondre comme un château de cartes. Parfois, il suffit d'une âme courageuse. Quelqu'un prêt à entrer dans la gueule du loup non pas avec une arme, mais avec un badge, un plan et une foi inébranlable en la justice.